Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous travaillons sur le dernier cours capté qui va être consacré au coup de dé de Mallarmé. Alors pour un médiéviste, c'est une expérience intéressante et pour tout dire exotique. Et globalement, pour les enseignants de lettres, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a toujours une sorte de détour prudent à l'égard de ce texte-là qui est quand même réputé complexe. Quand j'ai parlé de cette chose-là à Steve Murphy, il m'a renvoyé quand même à l'étude qu'en avait faite Marshall dans une série d'explications de textes de ses poèmes. Et je dois dire que l'étude de Marshall est tout à fait intéressante. Elle m'a réconforté d'ailleurs dans la mesure où nous avions compris la même chose. Pour ceux qui ont suivi mes recommandations, vous avez pu vous procurer une édition du coup de dé. Je vous signale que ça se trouve très aisément en livre de poche, justement dans l'édition de Bertrand Marshall, avec toute une série d'autres textes en prose absolument étonnants. Alors, quel est le principe du coup de dé? Quel est le principe de Mallarmé? Bon, déjà, on avait mis une petite image pour faire joli en attendant, mais vous verrez qu'elle n'est pas tout à fait innocente. Il s'agit, vous l'avez peut-être reconnu, de la grande vague d'Okusai. Maintenant, si nous passons à Mallarmé, j'aime bien cette image, c'est un tableau de Manet que vous connaissez bien. L'avantage, c'est qu'on a ses dates de naissance et dates de décès. Et ça vous présente un petit peu quelqu'un qui se situe dans la deuxième génération du XIXe siècle, après les romantiques, après les symbolistes. Il a en gros une vingtaine d'années quand fleurissent les fleurs du mal. Et Mallarmé se situe au-delà de cette expérience-là. Ce qui va caractériser ce poète-là, je crois que c'est quand même assez important, c'est peut-être l'irruption d'une philosophie et d'une philosophie complexe, allez, on va dire le mot d'une philosophie allemande, dans le monde poétique. Autant le XIXe siècle romantique est le monde de l'expression des sentiments, avec beaucoup plus d'habileté et d'intelligence d'ailleurs que le simple cœur à tartiner auquel on le résume trop souvent, autant la deuxième moitié du XIXe siècle expérimente une certaine idée de la poésie qui devient une vision du monde, une compréhension des choses et qui est toujours nourrie de philosophie, globalement la philosophie allemande autour de Schopenhauer et de Hegel. Ce qu'on sait de Mallarmé, c'est que très tôt, il a des illuminations schopenhaueriennes et rêve d'un livre qui serait une sorte de grande œuvre, une sorte de concentré de ce que peut être le monde, de ce que peut être la pensée, l'art, la philosophie, la beauté, tout ça dans le moins de place possible. C'est cette découverte esthétique, cette espèce de conviction, de vocation, qui vont organiser et justifier tout son cheminement poétique. Ce qui amène à rappeler les choses. Si vous lisez les premiers textes de Mallarmé, vous avez des jolis Baudelaire, c'est-à-dire des textes formellement très satisfaisants, très bien faits, à la sensibilité et à la densité qui correspondent à ce que Baudelaire est capable de faire de bien. Le cheminement de Mallarmé sera un cheminement sur l'esthétique formelle et sur la densité de sens de plus en plus complexe. Comment dire le maximum de choses en le moins de place possible? Et cette double dimension, donc d'une densité du sens et d'une richesse formelle, va s'accompagner d'une attention constante à la forme, à la beauté plastique, je dirais calligraphique du texte. Un coup de dé est à la rencontre, à la confluence de ces diverses démarches, quelque chose de très dense, en termes de sens, quelque chose de très travaillé en termes formels, quelque chose qui conçoit l'espace typographique comme un lieu complet d'expression. À ce titre-là, on va se trouver sur un nouveau texte et sur une nouvelle façon de comprendre la prouesse poétique, qui va être cette fois-ci le travail de l'auteur pour renfermer le plus de sens possible, évidemment le travail de lecteur pour arriver à s'en débrouiller. Alors voici comment le texte paraît. Vous savez
J'ai cru voir qu'il y avait un numéro de Libération paru sur le sujet il y a peu de temps. Vous savez que Mallarmé n'a pas vu son texte publié. Il a eu le temps de corriger les dernières épreuves et est mort juste après. C'est assez intéressant de voir que ce texte-là, qui constitue une sorte d'apogée de son art, constitue aussi un testament. Le titre est « Poème ». Dans les années 1895-1898, le terme poème n'est pas dévolu exclusivement à l'écriture poétique et à la prose ou au vers. Vous avez, je le rappelle, le poème de l'amour et de la mer d'extrait d'Ernest Chausson, toute une série de textes, de partitions, de tableaux qui visent à une sorte de synesthésie, de superposition de l'ensemble des sens. Ce renvoi au poème de l'amour et de la mer n'est pas tout à fait innocent, dans la mesure où la dimension sonore devra être prise en compte aussi. Préface de Mallarmé. J'aimerais qu'on ne lût pas cette note ou que, parcourue même, on l'oubliât. Elle apprend, au lecteur habile, peu de choses situées outre sa pénétration, mais peut troubler l'ingénu, devant appliquer un regard aux premiers mots du poème pour que de suivants, disposés comme ils sont, l'amènent au dernier, le tout sans nouveauté qu'un espacement de la lecture. Les Blancs, en effet, assument l'importance, frappe d'abord. La versification en exigea comme silence alentour, ordinairement, au point qu'un morceau lyrique ou de peu de pieds occupe au milieu le tiers environ du feuillet. Je ne transgresse cette mesure, seulement la disperse. Vous avez déjà un échantillon de la prose mallarméenne quand il s'efforce de parler simplement, sans densité et sans recherche particulière. Petite version sous-titrée quand même, histoire de se mettre en jambe. Tout ce que constate et ce qu'invite à constater Mallarmé, c'est qu'un texte poétique est constitué de quelques lignes de vers minimales, entourées d'un espace de papier. Les Blancs assument l'importance, la versification en exigea comme silence alentour. Quand vous avez un poème, vous avez autour un silence, au point qu'un morceau lyrique ou de peu de pieds, c'est-à-dire des textes en vers brefs, occupe au milieu le tiers environ du feuillet. C'est un constat, vous savez très bien que l'écriture poétique n'est pas à la mode parce qu'elle fait du gaspillage de papier, puisque le texte est au centre et qu'on le laisse d'une certaine façon respirer. Ce qu'ajoute enfin Mallarmé, je ne transgresse pas cette mesure, seulement je la disperse. Je répartis mes mots dans un espace typographique, j'utilise tout l'espace de la page au lieu de faire une sorte de petit pavé où je mettrai au milieu mes petits textes avec un grand silence tout autour. Petite indication enfin sur ce silence. En exigea comme silence alentour. Alors même que l'on parle de typographie, on parle de sonorité, de diction, de musique. Ça sera une des caractéristiques de ce texte-là, d'être aussi, ne l'oublions pas, un texte qui se lit, un texte qui s'entend. Le premier exemple, la première trace qu'on ait d'ailleurs de ce texte, c'est le souvenir qu'évoque Paul Valéry de Mallarmé, lui, lisant le texte, sans lui montrer le manuscrit, sans lui montrer le jeu d'épreuves. Il s'agit donc d'abord d'un espace sonore. Le titre, « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Et ce coup de dé, vous allez le voir apparaître tout au long du texte, dans une typographie majuscule et magistrale, un coup de dé, jamais, vous le voyez ici, n'abolira, quelques pages plus loin, le hasard. Alors, si vous y réfléchissez, on est maintenant dans une sorte d'organisation tout à fait étonnante. Pensez au texte de Cyrano de Bergerac. Ballade du duel quand l'hôtel de Bourgogne, monsieur de Bergerac eut avec un bel litre. Qu'est-ce que c'est que cela, monsieur? Ça, monsieur, c'est le titre.
pouvez remarquer qu'on est déjà dans un passage rimé, on est dans les Alexandrins du Cyrano de Bergerac. Là, le titre même va donner lieu à un développement. Vous l'avez vu déjà dans la première page qu'on évoquait tout à l'heure, et vous le verrez un peu plus loin. Un coup de dé, jamais, quand bien même lancé, etc. À cette ligne qu'on pourrait appeler une ligne de teneur, en termes musicaux, la ligne thématique en grosse valeur, si on était en musique, on écrirait ça avec des rondes, va s'ajouter une deuxième ligne sémantique dans une typographie différente, qui va être ici, quand bien même lancée dans des circonstances éternelles, durée d'un naufrage, etc. Si vous voulez lire le texte, le reprendre, le travailler chez vous, soyez attentifs aux échelonnements typographiques, du gros caractère majuscule au petit caractère italique. Vous avez 5, 6, 7 typographies différentes qui vont vous donner à chaque fois un niveau de texte différent, un niveau d'incise, un niveau de commentaire, voire un niveau de chuchotement. On est bien dans une recherche de polyphonie. Je crois que c'est ce qui va caractériser ce texte-là. Alors, si on reprend le texte, vous avez évidemment un coup de dé, jamais. On a toujours, on abolira le hasard. Ça, on l'a en tête. Et on arrive en même temps à faire cette première incise, quand bien même lancée dans des circonstances éternelles du fond d'un naufrage. Alors, 2, 3 petites choses. Bon, le n'abolira le hasard n'est pas sur la plage, n'est pas sur la page. Je vous l'ai donné en amont pour que vous ayez l'idée qu'il y a une phrase qui se continue. Là, vous voyez que le quand bien même arrive comme une incise, un commentaire. Autre typographie. Mais il va nous renvoyer à des choses tout à fait étonnantes, circonstances éternelles et du fond d'un naufrage. Éternel, petit commentaire, l'éternité n'est pas l'infinité des temps, mais le fait d'être en dehors du temps. Dieu est éternel, non pas parce qu'il durera tout le temps ou qu'il dure depuis tout le temps, mais parce qu'il est en dehors des notions strictes de temps. À partir du moment où on parle d'un coup de dé jeté dans des circonstances éternelles, c'est-à-dire en dehors du temps, il est évident que notre coup de dé n'est pas celui que vous pouvez opérer quand vous jouez au 421 à la terrasse d'un bistrot. Ce qui correspond toujours à un moment précis, qui est celui du lancer de dés, du rouler de dés, du décompte des dés. Là, on est dans l'éternité, on est dans le geste du lancer, je dirais à l'infinitif, en dehors de toute actualisation. Le naufrage que je vais vous expliquer, le naufrage que nous expose Mallarmé, est évidemment un naufrage éternel métaphysique, où tout ce que je vais pouvoir vous proposer à titre d'illustration est destiné à vous faciliter la tâche, pas à vous dire simplement c'est l'histoire d'un monsieur, il est sur son bateau. Il faut bien penser que là, on est d'ores et déjà dans le registre du métaphysique par ce simple mot de circonstances éternelles. Le naufrage. Pourquoi le naufrage ? Vous avez peut-être étudié, ça fait partie des textes de Mallarmé qu'on étudie volontiers, Brise marine. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. On arrive à tomber sur le manuscrit de Mallarmé, et qu'est-ce qu'il dit, Mallarmé ? Le désir du rêve, là, il est encore dans sa période très romantique. Je partirai, steamer balançant à mature, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Là, il commence déjà à se moquer de lui. Et peut-être les mâts, invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages perdus, sans mât ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. Parmi les premiers textes de Mallarmé, Brise marine, ça fait vraiment partie de ses œuvres de jeunesse. La chose qui est évoquée comme contrepoint des aspirations romantiques à partir là-bas, plus loin, ici la boue est faite de nos pleurs, etc.,
c'est bien l'appréhension du naufrage, de cette espèce de dissolution de l'individu qui, en fin de compte, dans le texte même, là, finit par être une sorte de risque assumé. Partir, c'est aussi accepter de se dissoudre, accepter le naufrage métaphysique, accepter la disparition de ce qui est, je dirais, le poème tranquille et traditionnel à la Baudelaire, pour faire simple. Maintenant, soit que l'abîme blanchit, étale furieux sous une inclinaison plane désespérément d'elle, la sienne. Par avance retombée d'un mal, adressé le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bonds, très à l'intérieur, résume, enfoui dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adapter à l'envergure sa béante profondeur, en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Bon, déjà, petit constat, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout Mallarmé aujourd'hui, mais si vous écoutez ce que vous venez d'entendre, il y a de la chair, il y a un texte, il y a une sonorité, il y a une efficacité. Et, tel que j'essayais de vous le lire, on s'aperçoit que la disposition typographique a une cohérence rythmique, métrique. Les mots ne sont pas disloqués n'importe où, ils arrivent à proposer des groupes de sens. Ce qui est très intéressant sur la langue de Mallarmé, on pourrait dire la même chose sur la langue des auteurs réputés compliqués, qu'il s'agisse de Proust ou qu'il s'agisse de Lacan, c'est que cette langue-là, quand elle est lue à haute voix, devient très souvent parfaitement intelligible, comme s'il suffisait de se laisser guider par la ponctuation pour retrouver, certes précieux, certes chantourné, un rythme de phrase, une clarté d'élocution qui deviennent à ce moment-là transparents et limpides. Lacan lui-même parlait de la cristallinité de son style, ce qui était certes une boutade, mais après tout peut-être pas une erreur. Maintenant, qu'est-ce que nous raconte cette histoire d'abîme blanchi? Et qu'est-ce qui légitime cette disposition? Une vague. Une vague, si vous y réfléchissez, notre abîme blanchi, qui est là, il a cette inclinaison complète de quelque chose qui se bouscule et qui s'effondre. Alors, l'avantage, c'est que quand on fait des recherches d'images sur Internet, on tombe sur des vagues superbes. J'ai craqué. Il est évident que là, on vous représente une vague métaphysique, que la mienne est simplement photographique, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je pense qu'une fois que vous avez en tête cette vague, vous pouvez avoir l'inclinaison plane désespérément d'elle, et vous avez vu ou des photos ou des souvenirs de bord de mer, où la mouette ou n'importe quel volatile s'ajuste élégamment à la courbure des vagues et la suit. C'est un peu plus chic que les surfeurs, mais c'est le même principe. Donc voilà pourquoi l'abîme blanchi étale furieux sous une inclinaison plane désespérément d'elle, la sienne. Vous avez superposé l'écume de la vague qui est en train de s'effondrer et l'aile de l'oiseau qui la suit en parallèle. Vous avez l'inclinaison plane désespérément d'elle et la sienne, sous-entendu, celle de la vague, celle de l'abîme. Et celle de l'abîme est par avance retombée d'un mal adressé le sol. Maintenant, je me suis payé le luxe, on m'a payé le luxe de retourner la vague d'Okusai. Vous la voyez bien, et voyez bien qu'on est dans la même dynamique. Pourquoi s'obstiner sur cette vague d'Okusai? Il s'agit d'une gravure, enfin d'une estampe, que Mallarmé connaissait bien. Elle fait partie d'une série de vues du mont Fuji qui sont très connues à la fin du XIXe siècle et qui ont inspiré Mallarmé, dont la pulsion japonaise a toujours été très apparente. Quand vous la voyez ici, vous comprenez peut-être ce que j'essaye d'évoquer, et vous la voyez, donc la sienne, par avance retombée, on voit cette espèce d'effondrement. Mais ce sur quoi il faut peut-être revenir, c'est sur les derniers vers que vous avez en bas à droite de votre plage,
jusqu'à adapter à l'envergure sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui. Si vous pensez à la courbe de la vague, vous apercevez qu'elle délimite quelque chose qui pourrait être justement la coque d'un bâtiment. Cette espèce de creux que vous voyez là, vous pouvez l'imaginer comme étant la forme en creux du bateau. Mieux que ça, regardons un petit peu toujours cette estampe de Kusai. Qu'est-ce que vous voyez dans la vague, sinon justement la forme en creux d'un bateau? Alors, il ne s'agit pas, on est bien d'accord, de dire « Ah, Mallarmé a pensé au Kusai quand il parlait de la vague ». Non. Il s'agit pour moi d'essayer de vous donner des éléments qui vous permettent de comprendre que, alors même que l'on parle d'un abîme, d'une vague et d'un naufrage, l'absence même de l'abîme, ou plus exactement ce que l'abîme entoure, correspond à ce vaisseau absent, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir couler un vaisseau, ça va être de voir le maître en train de lancer les dés. Soit que l'abîme, on l'avait eu tout à l'heure, soit le maître. Soit un triangle quelconque ABC et la médiatrice AD qui va... Vous voyez ce genre de question? Nous sommes dans une hypothèse de travail. Soit le maître. On avait évoqué un naufrage, c'est notre triangle. Maintenant, il va falloir évoquer le maître, ça va être notre bissectrice. On est dans une réflexion d'ordre logique, presque rigoureux, ou aussi rigoureux que peut-être l'activité poétique. Si vous y réfléchissez tout à l'heure, l'ordre de lecture de notre page, avec son inclinaison plane d'elle désespérément, etc., nous amenait à partir du bas et à remonter en haut pour s'effondrer. Le geste même de la lecture, le geste de l'œil, permettait une sorte de découpage en deux temps et de mise en œuvre chronologique de la dislocation de la vague. Ici, on va avoir quelque chose de tout à fait différent, puisqu'on va passer son temps à jouer avec la frontière. Et jouer, là encore, avec une polyphonie possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Le maître surgit. Donc, soit le maître, voici qu'il surgit, le bateau ne nous intéressait pas, il y a urgence à voir apparaître le maître. Mais le maître, il peut être aussi hors d'anciens calculs, ou la manœuvre avec l'âge oublié. D'accord? Et il peut être aussi inférent de cette conflagration. Ce qu'on nous propose maintenant, c'est non pas un éclatement de la syntaxe, ça serait trop simple, mais une structuration bifide de la syntaxe. Tout à l'heure, ça ne vous choquait pas d'avoir un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, ou jamais, quand bien même lancé. Ici, on se retrouve dans la même structuration, le maître, hors d'anciens calculs, ou surgit, inférent, etc. Et que voit-il, le maître? Une conflagration à ses pieds de l'horizon unanime. Bref, c'est la tempête. L'idée métaphysique d'une tempête, qui n'est pas simplement celle qu'on a pu avoir sur nos côtes il y a quelques jours, mais l'idée d'une tempête continue à être un des fils constants de cette approche du coup de dé. Alors, inférent de cette conflagration, que se prépare, s'agite et mêle, comme on menace au point qu'il étreindrait un destin et des vents, ou alors comme on menace un destin et des vents. Alors vous avez prépare, s'agite et mêle, et le fait de menacer du point. Alors, on voit très bien la démarche de Mallarmé, là. Le geste d'imprécation, on menace du point, très bien. Ce geste de désespoir ou de désarroi métaphysique est aussi celui du lanceur de dés. Vous secouez vos dés dans la main et vous allez les lancer. On superpose deux sens du même geste, et à ce moment-là, vous voyez que ce qui se prépare s'agite et mêle. C'est à la fois le cosmos, l'abîme, le naufrage et tout cela, le destin, mais aussi simplement
le dé. Et qu'est-ce qui se prépare? C'est l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Quand vous agitez vos dés dans votre main, vous préparez votre coup de dé, et votre coup de dé, quoi qu'il arrive, à 2 dés, vous donnera un nombre entre 2 et 12. Il n'en donnera qu'un et un seul, et pas plusieurs nombres à la fois. À partir du moment où on lance les dés, on accepte une réponse une et une seule. Ça sera ce nombre-là qu'on ne pourra pas tordre ou réinterpréter en disant que le 7, c'est comme le 3. Non, ça sera l'unique nombre issu de ce coup de dé. Alors, plutôt que de jouer en maniaque chenu la partie au nom des flots, un naufrage, cela. J'aime bien la position charnière de ce « cela ». Regardez un peu. Notre capitaine agite sa main, va lancer les dés. Et plutôt que de jouer la partie, un naufrage, cela. Évidemment. Lancer les dés, on sait déjà que c'est quelque chose de vain, surtout a priori dans une tempête. Mais un naufrage, cela envahit le chef, coule en barbe soumise. Vous voyez que tout d'un coup, le même mot va nous donner 2 orientations différentes. Quoi qu'il en soit, envahit le chef, la conscience du naufrage, ce n'est pas simplement cette conflagration de l'abîme à mes pieds, c'est aussi l'invasion par moi-même, dans mon propre chef, dans ma propre tête, la conscience accrue de la vacuité de ce que je fais. Donc, naufrage, cela, direct de l'homme, sans F. En gros, pour naufrager, et vous le savez, il n'y a même pas besoin de bateau. Rappel à cette réalité du coup de dé, je vous avais, Mallarmé nous avait expliqué l'histoire d'un marin dans son bateau, dans un naufrage, une tempête. Bon, on peut enlever le bateau, de toute façon, on ne l'a jamais vu. On peut enlever l'abîme, de toute façon, il n'y en a pas. L'abîme s'abîme, c'est sa fonction. On peut enlever tout ce qui reste. Tout ce qui reste, c'est cette espèce de geste. Et regardez cette utilisation. Bon, j'aime beaucoup ça. On se le refait quand même. Hein. Bon, tout ça parce que ce qui m'intéressait, c'était la conscience typographique de l'espace. Le « un naufrage, cela », ça nous fait tomber. Et ce qui m'intéressait, c'était la phrase qu'en plus, dans mon imaginaire, j'ai complètement transformée, c'est là que c'est très drôle, dans le Cap de Bonne-Espérance de Cocteau, qui est un texte poétique extraordinaire que je vous invite à lire parce que c'est d'une très grande beauté. Vous avez l'évocation à un moment du condamné américain envahi d'un père qui, comme un navire, coule à pic. Alors, le souvenir que j'avais, si vous voulez, c'est d'une page, moi j'ai lu ça dans la petite collection NRF Poésie quand j'étais petit, une page où vous avez, comme un navire, coule à pic. Bizarrement, j'ai été rechercher mon livre et je me suis aperçu que c'est comme un navire, coule à pic, 2 lignes toutes petites, toutes étroites, puis rien en dessous. Et le jeu du regard, quand vous tombez sur une page poétique comme celle-là, c'est évidemment de descendre, de parcourir votre page pour essayer de voir la suite du texte. Et je comprends mieux pourquoi j'avais le souvenir de ce « comme un navire coule à pic », parce que le regard, il va jusqu'au bas. Il cherche jusqu'où on peut s'arrêter dans cette espèce de naufrage, d'engloutissement, là, du condamné américain envahi d'un père. Et un naufrage, cela, il fonctionne exactement de la même façon. Pour le fun, vous avez sur la droite un portrait de Mallarmé peu de temps avant sa mort. Maintenant, le maître, ne l'oublions pas, notre maître. Qu'est-ce qu'il fait? Vous arrivez quand même à voir, je vais pouvoir me servir de ma petite flèche, le maître hésite. Il hésite ancestralement à n'ouvrir pas la main. Alors regardez un petit peu.
On hésite à ouvrir la main. Logiquement, vous allez lancer le dé, vous hésitez à ouvrir la main. Est-ce que j'ai bien agité mes dés? Est-ce que je vais avoir le bon compte? Là, ce qui le fait hésiter, ce n'est pas la perspective de lancer les dés, c'est la perspective de ne pas lancer les dés. Si je refuse de jouer aux dés, est-ce que j'abolis le hasard? Est-ce que je reprends ma liberté? Pensez aux petits-enfants qui ferment leurs yeux très fort pour ne pas voir la nuit. Le refus de quelque chose peut-il arriver, autrement que magiquement, à faire disparaître cette chose? C'est là qu'on commence à être dans des choses un petit peu lourdes. Et notre maître, donc, il va se retrouver dans une situation d'évocation du hasard, du choix. Alors, une petite insiste sur le hasard, c'est indispensable, parce que ce mot, on le voit régulièrement, et si vous y réfléchissez, ça n'est pas ni un mot latin, ni un mot grec. Ça vient de l'arabe. Mais attention, dans ces cas-là, quand il y a des mots qui nous viennent de l'arabe, c'est que les choses nous viennent de l'arabe, sauf quelques exceptions. Le mot alcool, bizarrement, vient de l'arabe. La chose, on la connaissait auparavant. Mais les techniques de distillation, peut-être, sont un peu plus élaborées depuis que nous les avons héritées des chimistes arabes. Ici, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que dans la tradition gréco-latine, ce que nous connaissons, c'est la fortuna, c'est éventuellement les moires, des figures qui président au destin et qui donnent au destin une signification, une orientation, une cohérence qui, à l'occasion, nous échappe, mais qui s'inscrit de façon heureuse dans le monde, dans son ensemble. Clément Rosset lance une petite hypothèse qui me paraît tout à fait intéressante. Il rappelle que Guillaume de Tyr, qui a raconté l'histoire des croisades, donc dans les Gesta Francorum Ultramaris, aux faits et gestes des Francs outre-mer. Un jour en Syrie, on prit, après un siège de quelques semaines, le château de Hazard, et on a pris un nouveau jeu de dés. C'est à peu près textuellement la phrase de Guillaume de Tyr, et est-ce que ça ne vous paraît pas un petit peu bizarre? Il se peut qu'il y ait un château de Hazard, on arrive à le trouver près d'Alep. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout la découverte par des chrétiens francs, convaincus dans un monde chrétien que Dieu est maître de tout, évidemment, que Dieu se désintéresse du jeu de dés. Qu'on lance les dés, ça peut faire n'importe quoi. On est dans l'impossible, l'improbable, une petite parcelle du monde dont Dieu se désintéresse et où il laisse faire les choses comme ça vient. Clément Rosset, qui rapporte cet épisode, parle de terreur sacrée, l'expérience de la terreur quand on joue au dé. Évidemment, c'est un philosophe qui en rajoute un petit peu, mais avouez que c'est relativement intéressant. C'est peut-être pour ça que les jeux de dés seront constamment interdits par le clergé, par le Saint-Siège, par l'Église, pendant des siècles et des siècles. Accepter de jouer au dé, c'est se réfugier dans un endroit du monde où Dieu n'existerait pas, ou plus exactement, dont Dieu se désintéresserait? C'est un peu étrange. Alors, un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Un coup de dé n'abolit jamais un coup de dé. De quoi parle-t-on? Sinon de l'expérience de l'inutile, du vain, de l'absence. Et quand on voit notre personnage ne pas lancer ses dés, que voit-on sinon justement cette espèce d'aveu d'impossibilité à aboutir les choses? Alors, tout à l'heure, je vous avais fait une sorte de montage pour hésiter, etc., à n'ouvrir pas la main.
Regardez, parce que tant qu'à faire, j'ai un petit peu de temps, on va pouvoir se faire un petit détour, la façon dont on parle à ce moment-là. Il hésite ancestralement à n'ouvrir pas la main crispée par-delà l'inutile tête. Lègue en la disparition à quelqu'un, ambigu. L'ultérieur démon immémorial, ayant de contrées nulles, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité. Alors, première étape, on est à ne pas lancer les dés, mais on est dans ce moment-là où la question, c'est de parler, de témoigner, de léguer à un daimon immémorial, hors du temps, cette chose. Mais que lègue-t-on? Ayant de contrées nulles induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui, son ombre puérile, caressée et polie, et rendue et lavée, assouplie par la vague, et soustraite aux durs os perdus entre les ais, naît d'un débat, la mère par l'aïeul tentant, ou l'aïeul contre la mère, une chance oiseuse. De quoi il parle là? Je pense que vous êtes un petit peu en train de vous interroger, de quoi s'agit-il? On est dans l'éternité, on est dans ce vieillard qui lance le dé et qui tente, qui ne lance pas le dé et qui ne tente pas d'échapper au naufrage. Ce naufrage, il est là. Et quand on est en pleine mer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être évidemment la noyade. Mais cette noyade, qu'est-ce qu'elle va être? Le retour dans l'éternité à autre chose. Quand un corps est à la mer, quand un homme est à la mer, c'est bien sûr une noyade. C'est aussi un univers intra-utérin. Il suffit d'écrire son mère avec un E ou sans E. Et à ce moment-là, vous comprenez mieux son ombre puérile. Le vieillard, retournant à la mer, devient certes tout fantôme cadavéreux que vous pouvez imaginer avec cette couleur verdâtre, mais redevient aussi l'enfant. Et cette ombre puérile sera caressée et polie et rendue et lavée, assouplie par la vague. Le voici. Au moment où l'on évoque la mort, on évoque la naissance. Vous comprenez bien qu'au moment où on ne lance pas les dés, on lance les dés. Au moment où on naufrage, on ne naufrage pas. On est dans de la métaphysique, ça n'est pas grave. Mais d'un autre côté, cette ombre dans la mer ou la mereux, c'est bien sûr un vieillard qui va être soustraite aux durs eaux perdues entre les ais. Regardez, soustraite aux durs eaux perdues entre les ais. Si vous savez que le mot « est » en ancien français et en français un peu soutenu renvoie à la planche, vous constatez que le vieillard noyé échappe au cercueil. Il échappe à la dessiccation d'un cadavre dans son tombeau. Il devient cette fois-ci une ombre polie, d'une certaine façon prête à une forme de résurrection, inclus dans la mer qu'elle est. Notre éternité est une absence de temps, la superposition d'un avant et d'un après, la superposition de la mort et d'une naissance. Et à ce moment-là, revenons un petit peu à notre enfant. Notre enfant, il sera né d'un ébat, tout simplement. Ce qui compte dans l'histoire, n'est-ce pas cette conjonction de la mère et de l'aïeul et de la mère, pour faire un enfant nouveau, un enfant mythique, invraisemblable. Ce qu'il restera, donc, fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit, leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie.
Qu'est-ce que le hasard, sinon l'aveu de l'impuissance de la raison et par conséquent de la folie? Bien, la boucle est bouclée, on est tranquille. Maintenant, il reste à métaphoriser la chose. Ce que je vous ai expliqué qui était limpide, c'était une sorte de degré zéro, une interprétation boy scout. Maintenant, on revient par-dessus et on revient sur ce comme si que dans une représentation normale, vous auriez vu surligné de jaune de façon tout à fait intéressante. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Comme si une insinuation simple, au silence enroulé avec ironie, ou le mystère précipité hurlé dans quelques proches tourbillons d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher ni fuir, et en berce le vierge indice. Nous basculons constamment d'une page à l'autre. Et qu'est-ce que l'on vous présente? À la fois le hurlement du vertige, le tourbillon de la tempête d'hilarité et d'horreur, et une simple insinuation enroulée avec ironie au silence. Voix, silence, parole, amuissement. On est bien dans un système dialectique où ce qui compte, ce n'est même pas la parole qui se fait autour de ce coup de dé lancé, pas lancé, métaphysique et naufrageur. Comme si, plume, solitaire, éperdue. Sauf que la rencontre où les fleurs une toque de minuit et immobilise au velours chiffonné par un esclaffement sombre cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel. Trop pour ne pas marquer exiguement quiconque, prince amer de l'écueil sans coiffe, comme de l'héroïque, irrésistible, mais contenu par une petite racine virile en foudre. Alors, de quoi est-il question? On était sur cette parole, et vous souvenez-vous de cette inclinaison plane d'elle désespérément? Je vous avais dessiné une mouette à ce moment-là. On voit revenir la plume, qui est un des éléments traditionnels de l'univers intérieur de Mallarmé, sauf que là, semble-t-il, on a des textes dans ces crayonnés au théâtre ou autres qui y renvoient. Une chose a marqué Stéphane Mallarmé, c'est Hamlet. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous apprends que Mallarmé gagnait sa vie en étant professeur d'anglais. Il a fait même des manuels scolaires en anglais, des choses comme ça que vous retrouverez dans l'édition de la Pléiade. Mallarmé est donc très proche de Shakespeare et a gardé le souvenir d'une représentation extraordinaire de Shakespeare, ou du moins qu'il a considéré comme extraordinaire, où Hamlet était vêtu d'une toque de velours noir avec une aigrette de plumes blanches. Donc, sur le front, une aigrette. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver une aigrette. Tout ce que j'ai retrouvé, attendez, où elle est là. C'est l'uniforme des zouaves pontificaux importé au Québec. C'est tout ce que j'ai trouvé comme image. Mais elle vous donne assez clairement l'image de ce que peut être une aigrette. Alors vous oubliez le dolman de zouave pontificale, gardez simplement le chapeau en tête. Et à ce moment-là, vous voyez comment le texte s'organise très clairement, de façon très organisée, sur l'aile de cette mouette en plein milieu du naufrage, avec ses gerbes d'écume, ses aigrettes d'écume, etc. Et cette arrivée progressive du héros, je dirais vide par excellence, Hamlet, dont la toque noire de velours et cette petite aigrette blanche arrivent à être à la fois la nuit, le ciel, la plume, l'ironie, etc. Cette lucide et seigneuriale aigrette au front invisible scintille, puis ombrage une stature mignonne, ténébreuse, en sa torsion de sirène. Donc, au bout du compte, au bout de ce chemin-là,
on en est toujours à se dire, je brandis, je lance les dés, j'y va-t-il pas. D'où, comme si c'était, comme si ce serait, si c'était, ce serait. Si c'était le nombre, s'il existait un nombre, exista-t-il autrement qu'hallucination et parte d'agonie? Commença-t-il et cessa-t-il sourdant que nié et effacé quand apparu? Se chiffra-t-il, illumina-t-il, imaginez un nombre, quand bien même il ferait tout cela? Ce serait le hasard. Le nombre, c'est le hasard. Attention, ce que nous donne le dé, c'est le fruit d'un lancer aléatoire. Aléa en latin, ça veut dire les dés, ça marche aussi. Ce que nous donne le dé, c'est le fruit d'un lancer aléatoire. Mais est-ce qu'on peut considérer que le dé est aléatoire? Est-ce qu'on peut considérer que le nombre est un nombre aléatoire? Il est un et un seul. Et dire que le nombre est le hasard, c'est expliquer d'une certaine façon que le geste est le résultat, ou que le résultat est le geste. Cette démarche un petit peu tordue, c'est exactement celle que vous aviez, si vous revenez quelques semaines en arrière, dans la Kansu de Rimbaud d'Orange, où on nous expliquait qu'en fin de compte, le poème était destiné à une dame, mais que le jongleur qui était le vecteur de ce poème portait le nom de la dame. Vous vous souvenez de Joglar, qui renvoyait à la fois au geste d'envoyer et au destinataire. Là, ici, le hasard est le nombre, le geste de lancer le dé est associé à ce nombre. Si c'était le nombre, ce serait le hasard. Fin, a priori, un coup de dé jamais n'abolira le hasard, la proposition est bouclée. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Imaginons un coup de dé dans des conditions métaphysiques. Lancé ou pas lancé, peu importe, quel que soit son résultat, on pourra dire que le nombre unique, le nombre attendu, est lui-même le hasard. Quel que soit le nombre de lancers de dés que je fasse, quel que soit le résultat que je fasse, le hasard est toujours le même. Pensez au passage que les statistiques sur lesquelles s'appuient éventuellement les joueurs en disant « le nombre temps n'est jamais sorti, donc il va bientôt sortir », serait logique si on faisait constamment rouler les dés. Mais chaque fois que l'on relance les dés, on relance le hasard. À l'infini, autant de nombres vont surgir d'un jeu de dés, exactement autant de nombres, quelle que soit la combinaison. Donc, ce qu'on en conclut maintenant, c'est que tout est fini. Et la voici. Choix la plume. Rythmique suspense du sinistre, s'ensevelir aux écumes originelles, naguère. Tout sursauta sans délire jusqu'à une cime flétrie par la neutralité identique du gouffre. Alors vous avez remarqué, on n'a toujours pas lancé les dés. Mais qu'est-ce qui tombe? Une plume. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, mais un lancer de plume n'abolit pas grand-chose non plus. Et qu'est-ce qu'on nous en dit de cette plume? Rythmique suspense du sinistre. Elle est le témoignage de cette espèce de naufrage, mais elle en est aussi, semble-t-il, l'origine, puisqu'elle s'ensevelit aux écumes originelles. Dire qu'elle tombe dans l'eau, si je le faisais de la façon la plus prosaïque possible,
Mais auparavant, c'est son délire qui sursauta jusqu'à une cime flétrie. Notre plume, c'est aussi l'écume de notre vague. Donc le fait même, vous suivez le cheminement? Notre plume est l'équivalent de la vague. Le fait de lancer la vague dans un naufrage, ce télescope avec le fait de lancer ou ne pas lancer les dés au cours de ce naufrage, de toute façon, tout s'effondre. L'eau, la plume, le coup de dé, pour arriver à la neutralité identique du gouffre. C'est-à-dire qu'il y ait eu tempête ou qu'il n'y ait pas eu tempête, qu'il y ait eu naufrage ou pas naufrage, on est dans la même dynamique. Donc de la vague, on arrive là. Rien. De la mémorable crise où ce fut l'événement accompli en vue de tout résultat nul humain, rien n'aura eu lieu que le lieu inférieur clapotis, quelconque, comme pour disperser l'acte vide, abruptement, qui, sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition. Rien n'aura eu lieu que le lieu. Vous avez pu remarquer, on était dans l'éternel, on était dans l'absence de temps, on était dans l'absence de naufrage. Je termine très vite. On était dans l'absence de naufrage, là, on se retrouve dans l'absence, le constat simplement d'un endroit. Mer apaisée, je vous la fais vite, et surtout dissolution des lieux. Je vous avais trouvé une jolie photo de brume. Conclusion, rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être. Je laisse tomber tout cela, excepté peut-être, vers ce doit être le septentrion aussi nord, excepté peut-être une constellation. Mais à ce moment-là, la constellation, si vous regardez, c'est une façon de comprendre aussi notre destinée sans entrer en compte le hasard. Mais autant nous sommes responsables ou irresponsables du dé que nous lançons, du hasard que nous assumons, autant nous ne sommes pas responsables de la constellation. Néanmoins, s'il existe un destin astronomique, astrologique, lointain, au-delà de nous, ce qu'il reste, c'est bien toute pensée émet un coup de dé. Alors, une fois qu'on a notre coup de dé, qu'on a notre pensée, voilà, on prend un petit peu de champ et on arrive à des choses qui ne concernent plus l'être humain. Voilà, je vous remercie, excusez-moi, on a démarré avec un peu de retard. Voilà.